Voilà, donc bienvenue sur ce webinaire. On est vraiment très content de passer un petit moment avec vous. J'ai déjà vu qu'il y avait des questions et des remarques dans le chat. On essaiera d'y répondre en temps réel. Ce webinaire, c'est le premier des CK Data. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Soyez indulgents. Voilà, on a mis tout notre cœur là-dedans et on verra bien ce que ça donne. Il va durer environ 45 minutes, 50 minutes. On va vous parler beaucoup de data. Et on va surtout vous parler de data sans parler de mathématiques et d'informatique. On va vraiment être là pour prendre de la hauteur et vous allez répondre à une question, comment analyser mes données, mais surtout comment tirer une richesse des données et comment pouvoir répondre à des problématiques métiers. Sans plus tarder, on va commencer par se présenter et je laisse la parole à Noémie. Bonjour à tous, merci Valentin. Du coup, je me présente, je m'appelle Noémie Vervac, je suis data analyst chez STK Data depuis novembre dernier. C'est une aventure récente. Il s'agit de mon premier poste depuis la fin de mes études qui se sont terminées fin septembre 2021. J'ai un cursus principalement axé sur les données de santé à la base, puisque j'ai fait une première année de médecine, suivie d'une licence de biologie, et puis je me suis redirigée vers un master data science appliquée aux données de santé. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous reparler un peu de santé dans la suite de la présentation. Si j'ai choisi de rejoindre STK Data, c'est parce qu'à la sortie de mes études, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je ne voulais pas me limiter à un seul secteur. Je suis vraiment intéressée par énormément de choses. Et l'avantage avec STK Data, c'est qu'on a l'occasion de travailler avec énormément d'interlocuteurs différents et du coup de secteurs différents. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Voilà, j'aurai l'occasion de vous reparler de plusieurs éléments dans la suite, mais je vais laisser Valentin se présenter et débuter la présentation. Merci Noémie. Du coup, pour faire très court, moi c'est Valentin. Du coup, aujourd'hui, je suis cofondateur d'STK Data. Ça fait environ une dizaine d'années que je fais de la data dans plein d'entreprises différentes. À côté de ça, je suis aussi beaucoup sur la formation des futurs data scientists, data analysts. L'idée, c'est que j'adore la data et j'adore transmettre. C'est pour ça que j'ai cette double casquette data et formateur. Et j'ai un cursus scolaire qui est orienté sur 3 compétences: la data, l'informatique et le marketing. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire, dans ce live? On va commencer par une introduction sur la donnée, notre vision à nous de la donnée aujourd'hui, tout ce qu'on a remarqué à force de travailler dedans. Noémie va quand même vous présenter rapidement notre entreprise, nos services, donc une présentation d'STK Data. Après, on va vous présenter la maturité. À force de rencontrer des entreprises, de parler avec des dirigeants, etc., on a pu faire un compte-rendu de la maturité de la data dans les entreprises. Le quatrième point qui est pour moi le plus important, qui est vraiment le cœur de ce live, c'est qu'on va vous présenter 6 cas concrets qu'on a déjà rencontrés, qu'on a déjà travaillé avec de la data, et vous aurez sur chaque cas des résultats, d'un contexte, une situation. Et ces situations, normalement, c'est des choses que vous vivez aujourd'hui. Et on terminera le webinaire par une conclusion. Et si jamais vous avez des questions dans les commentaires, on répondra à ce moment-là. La donnée. Alors, la donnée, je pense que tout le monde ici allume de temps en temps la télé, la radio ou lit des articles. La data, elle est vraiment au cœur de beaucoup de préoccupations en ce moment. Il y en a beaucoup qui comparent la data à une matière première. Généralement, on dit le pétrole. Bon, ça, c'est discutable. C'est beaucoup de marketing. Mais le fait de rapprocher une matière première, c'est vraiment très parlant. Parce que la data brute, comme une matière première, si on ne la retravaille pas, elle n'a aucune valeur. Par contre, une fois qu'elle est travaillée, là, il y a énormément de valeur. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que ce travail sur les données, aujourd'hui, il n'est pas fait par toutes les entreprises. Et c'est généralement une richesse qui est encore trop souvent inexploitée par les entreprises et par les associations. On a un curseur sur une croyance chez STK Data, c'est que l'analyse des données rapporte plus que n'importe quel autre investissement parce que la donnée, elle est déjà chez vous. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est la différence entre ce qui se passe dans les entreprises et comment les médias parlent de data. Aujourd'hui, quand on lit des articles de presse, on va surtout associer la data à des robots, à des voitures autonomes, à des deepfakes, à des enceintes connectées ou encore à des algorithmes qui puissent battre le meilleur joueur ou la meilleure joueuse d'échecs. C'est très bien. Moi, je suis vraiment content à ma petite échelle de participer à ça. Mais le quotidien d'un data scientist dans une entreprise ou d'un data analyst dans une entreprise, c'est pas ça.
pour moi, le but ultime, enfin, vraiment l'objectif d'un data en entreprise, c'est savoir tirer des valeurs de la data pour donner un avantage concurrentiel, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour accroître une promesse ou une philosophie d'entreprise. Et à cause de tout ce buzz autour du big data, de l'IA, etc., il y a des entreprises qui se sentent un peu écartées de la data. Et c'est dommage. Et notre but sur ce webinaire, et ce qu'on crée aussi avec STK Data, c'est justement de pouvoir se rapprocher de ces entreprises qui aujourd'hui se sentent un peu délaissées par tout ce monde et qui comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Voilà, leur montrer à quel point la data, c'est aussi fait pour eux. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quelque chose de très fort. C'est qu'en fait, cette matière première, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est présente. On collecte tous de la data. On crée même tous de la data. Mais il y a un chiffre qui est très fort. C'est que 32% des données stockées sont exploitées. Ça veut dire que le reste, on stocke des données et on les exploite même pas. Et pourquoi on les exploite pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les compétences nécessaires pour les exploiter. C'est dommage, c'est un marché. C'est un marché qui est en pleine évolution, les data analysts et data scientists. Si on devait se placer sur une échelle, on serait à l'an 0 ou l'an 1 sur la data. Donc, c'est vraiment très récent. Et c'est le moment où il faut y aller. C'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, mon discours sera peut-être plus tout le même. Je dirais, si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas encore commencé à la data, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on est dans une période où il faut y aller parce que c'est important. Et il y a encore le temps et on va pouvoir rattraper notre retard qu'on a eu au démarrage. Okay, mais dans 5-10 ans, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. C'est pour ça que nous, on a créé STK Data. Et on s'est rendu compte en creusant pas mal d'études qu'il y avait vraiment des différences entre les entreprises qui mettaient ce qu'on appelle du coup data driven. Donc, qu'est-ce que c'est data driven? C'est des entreprises qui mettent vraiment la data au cœur de leur entreprise. Et ceux qui sont data driven moins, c'est les entreprises qui n'ont pas encore fait ce recentrage sur la donnée. Et quand on compare les deux, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. On peut voir surtout, vous voyez mon petit curseur, que les entreprises qui ne sont pas data-driven, en fait, ils récupèrent que 12% des données concernant les campagnes emailing. Aujourd'hui, on est bombardé d'emails. C'est vraiment généralement le point d'entrée le plus fort avec les entreprises. Ils nous envoient toujours beaucoup d'emails et aujourd'hui, la plupart des entreprises ne les analysent pas. Pareil, quand on compare quelle entreprise a accès à un tableau de bord, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises qui ne sont pas data-driven, il y en a 1 sur 2 qui n'ont même pas accès à un tableau de bord. Et je me dis, c'est dommage parce que justement, aujourd'hui, ces entreprises, ils réussissent à générer de l'argent, ils réussissent à contenter leurs clients. Ils pourraient encore faire mieux s'ils avaient accès à cette donnée. Et pareil, ceux qui ne sont pas data-driven, du coup, il n'y en a que 23% qui pilotent un peu leur activité avec la data, mais on devrait être aux alentours de 80-90%. Et c'est vraiment une volonté de ma part de parler de ça, parce que je pense que c'est vraiment très important pour n'importe quelle entreprise, qu'on soit la multinationale ou l'entreprise avec 2 salariés. On crée de la data et il faut l'analyser. Donc, je laisse la parole à Noémie pour présenter notre structure. Et en fait, c'est vraiment tous les conseils que je viens de vous donner qui ont fait qu'on a créé cette entreprise. Oui. Alors, je vais vous présenter l'entreprise en 5 points principaux. On a une entreprise très récente puisqu'elle a été créée en 2021. Du coup, c'est possible que tout le monde ne connaisse pas encore. On est une équipe d'environ 10 personnes avec des profils très diversifiés, que ce soit d'un point de vue métier, puisqu'on a des data analystes, data scientists, développeurs, mais aussi d'un point de vue secteur, puisque, comme je vous l'ai dit au tout début, moi, je viens d'un secteur plutôt santé. Valentin a eu l'occasion dans sa carrière de travailler dans différents secteurs. On a une personne qui a travaillé dans le domaine bancaire. C'est vraiment très diversifié et c'est très enrichissant de travailler avec des profils aussi différents puisque chacun a sa contribution à apporter au projet de STK Data. Également, à l'heure actuelle, ce qui nous importe le plus, c'est la satisfaction de nos clients. Il faut savoir que 100% des promesses qu'on a fait à nos clients à ce jour sont tenues. On se base plutôt sur la qualité que sur la quantité, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à avoir des centaines et des centaines de clients, mais on veut que les clients qu'on accompagne soient le mieux accompagnés possible. Comment ça se passe concrètement? On suit un cycle assez commun qui est, dans un premier temps, de faire de l'analyse de données. Ensuite, on va mettre en place des algorithmes qui vont donner lieu à des actions marketing. Et tout ce cercle dans le but d'avoir un retour sur investissement dans un délai plus ou moins court. Pour rentrer un peu plus dans le détail, comment se passent les projets chez STK Data?
Si tu peux changer de slide, merci. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit data. Alors, comment ça se passe? On récupère les données, toutes les données que l'entreprise veut bien nous fournir. On les nettoie, on les analyse et on essaie de détecter des leviers importants de croissance pour l'entreprise. Il faut savoir qu'à ce stade, l'entreprise ne prend aucun risque avec nous, puisque si à la fin de l'audit, les leviers qu'on propose ne sont pas satisfaisants ou ne sont pas faisables à l'échelle de l'entreprise, on offre l'audit à l'entreprise avec toutes les analyses qui ont été faites et notre prestation s'arrête à ce moment-là. Donc vraiment, l'entreprise ne prend aucun risque. Si par contre, et c'est ce qui nous est toujours arrivé jusqu'à présent, on espère que ça durera, les leviers qu'on propose plaisent à l'entreprise et qu'elle souhaite continuer avec nous, on met en place des projets data pour activer les leviers qui ont été identifiés lors de l'audit. Pour chacun de ces projets, on calcule un ROI, donc un retour sur investissement, avec un délai estimé de ce retour sur investissement. Et on passe à la mise en production des projets. On participe à la production des projets en travaillant en collaboration avec l'équipe de l'entreprise. Si jamais il y a du développement à faire, etc., on a des personnes en interne qui peuvent les conseiller. On donne également des conseils pour la partie mise en place du marketing. Alors souvent, les entreprises ont déjà une équipe marketing en interne, mais on a toujours des idées à mettre en place et puis on a aussi l'expérience des anciens clients, donc on a toujours des idées à donner. Et enfin, un grand point fort qu'on a, c'est qu'on met en place un service après-vente. Donc, si on a promis à notre client qu'il aurait un retour sur investissement dans autant de temps, on va suivre le client jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et tout ça dans le but toujours de répondre à la satisfaction de la clientèle. Alors voilà pour la présentation de STK Data. C'est une présentation rapide parce que ce n'est pas vraiment l'objet du webinaire. Mais c'était pour vous présenter un peu l'entreprise et je vais maintenant laisser Valentin vous parler de la data dans les entreprises. Merci beaucoup Noémie. Donc comme l'a dit Noémie, on a rencontré pas mal d'entreprises et à chaque fois qu'on rencontre des patrons de PME, des dirigeants d'associations, on note un peu tout ce qui se passe, on regarde, on essaye de comprendre. Du coup, ça nous a permis de prendre vraiment énormément de hauteur sur la maturité de la data dans les entreprises. Et surtout, première chose, c'est que quand on a lancé le projet et qu'on se disait, bah voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller aider les petites et moyennes entreprises et micro-entreprises. On ne s'était pas rendu compte que c'était la majorité du secteur économique de la France. En effet, on voit beaucoup, comme je disais, les projets data, les gros projets data qui concernent les grands groupes, les grandes entreprises et intermédiaires. Et en fait, la plupart de nos entreprises sont plutôt des PME et des micro-entreprises. Et du coup, forcément, qui dit micro-entreprise ou petite moyenne entreprise dit pas le même stade d'avancement sur la data. Si vous regardez le graphique à droite, ce graphique-là que je montre avec la souris, il y a une étude qui a été faite avec l'Observatoire de data qui montre que globalement, les entreprises, de tout type d'entreprise, ils ont une bonne connaissance du potentiel data. Donc, ils savent qu'ils peuvent faire des choses avec de la data. Ils ont commencé à avoir quelques bonnes idées sur la stratégie, ils s'organisent, ils font un peu de culture data, mais ce qui leur manque vraiment pour vraiment exploser et avancer sur ce métier-là, c'est vraiment les compétences data où aujourd'hui, ils ne sont pas intégrés dans les entreprises. Nous, avec tout ça, on a créé du coup 4 groupes de types d'entreprises, donc des pas matures aux grandes maturités, et pour chaque type d'entreprise, bien sûr, c'est notre vision des choses, on a déterminé un objectif. Alors, on va les voir plus en détail, mais voilà, par exemple, une entreprise pas mature, c'est-à-dire qui commence vraiment avec de la data, la première chose à faire, on ne va pas commencer à faire de l'IA, à faire du machine learning. L'idée, c'est d'abord de comprendre les chiffres généraux de l'entreprise. Quand on est en cours de maturité, le plus important, c'est de comprendre quand il se passe quelque chose, quand on fait une analyse, de comprendre le pourquoi. Pourquoi ce client ou ce sympathisant devient donateur, pourquoi ce produit se vend plus que celui-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre le pourquoi. Quand une entreprise devient mature, qu'on classe mature, l'idée, c'est vraiment qu'ils essaient de comprendre le quoi, qu'est-ce qui marche, pas pourquoi ça marche, mais qu'est-ce qui marche, quel produit fonctionne le mieux. Et quand on est mature, l'idée, c'est aussi de créer des projets qui peuvent aider l'ensemble de son marché. Il faut savoir s'ouvrir et proposer vraiment une révolution pour nos utilisateurs. Et cette révolution, elle impacte tout le marché. Et quand nous, on considère une entreprise grande maturité, c'est vraiment que cette entreprise, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont déjà là-dessus, mais elle peut aider en développant des projets data, elle peut aider son marché, mais aussi l'ensemble du business, donc vraiment en dehors du marché. Pour reprendre un peu plus en détail, les entreprises, du coup, pas matures sur la data,
nous, on a identifié 5 objectifs clés pour eux. Donc, du coup, c'est déjà créer du tableau de bord afin d'analyser l'existant. C'est vraiment important de ne pas brûler les étapes. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on pense, de créer des indicateurs et de commencer à prendre des premières décisions avec de la data. On ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain en changeant totalement ce qu'on faisait avant, en disant maintenant on va tout remplacer par la data. Non, il faut prendre des premières décisions, des choses importantes qui vont ramener du ROI, mais il faut pas tout chambouler. Et surtout, ces entreprises ont besoin ils ont un grand besoin d'accompagnement, que ce soit en chercher quelqu'un en interne ou aller chercher quelqu'un en externe, mais il faut être accompagné au départ. Des entreprises qui arrivent à passer un cap, ça veut dire des entreprises qui ont commencé à prendre des décisions avec de la data, qui ont commencé à mettre une culture data dans leur entreprise et à parler data quasiment tous les jours. L'idée, quand on est là, c'est de mettre en place des projets courts et peu coûteux, des sujets très compréhensibles. Alors moi, j'insiste beaucoup sur ça quand je parle data. Le métier, quand je dis le métier, donc ça veut dire les personnes du service après-vente, les personnes du marketing, les personnes qui fabriquent, etc. Il faut les intégrer dans les projets data. Si demain, vous lancez des projets data sans eux, sans leur ressource d'entreprise, votre projet data ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que c'est eux qui connaissent le métier, c'est eux qui connaissent les clients, c'est eux qui peuvent vous apporter ce qui vous manque. C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir sortir un algorithme, mais si vous ne comprenez pas concrètement ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, vous ne pourrez pas faire mieux que ce qui se faisait avant. C'est pour ça que sur ce projet-là, il faut que les hypothèses, elles viennent du métier, ce soit des hypothèses fortes. Nous, on pense que les produits de telle catégorie marchent mieux. Est-ce qu'on peut creuser? On pense que les personnes qui achètent des chaussures de bébé, ils achètent aussi des chaussures pour leur mari. Ok, ça c'est une hypothèse forte qu'on va valider avec la data. Il faut que les implémentations soient rapides, ce ne soient pas des projets qui vont mettre 6 mois, 1 an à venir en production. Et surtout, j'utilise souvent cet acronyme ICM, c'est-à-dire c'est plus des projets informatiques statistiques et très loin du machine learning. Okay, il ne faut vraiment pas commencer par pas du machine learning parce que déjà, c'est compliqué à mettre en production et en plus, ce n'est pas le but. Pour ce qui est des entreprises matures, on entre cette fois-ci plutôt dans des projets longs et coûteux qui répondent à de réelles problématiques métiers et qui apportent une grande valeur au business. On entre plutôt dans des statistiques plus poussées, mais ça peut vraiment aider le marché de l'entreprise. Et ça nécessite aussi beaucoup de recherche et développement, parce qu'on va mettre en place du coup des outils beaucoup plus développés et beaucoup plus performants. Et on passe par beaucoup de tentatives. On essaie de trouver le meilleur modèle pour l'entreprise et du coup, ça passe par plusieurs tests. Enfin, la dernière catégorie qui est celle de la grande maturité, elle passe cette fois-ci par des idées fortes qui prennent du coup plus de temps, qui nécessitent l'utilisation de beaucoup de statistiques. Cette fois-ci, on est plutôt dans le cadre de la boîte noire, donc c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui se passe entre l'entrée et la sortie, mais c'est des besoins actuels du marché et ça nécessite également beaucoup de recherche et de développement. Ok, merci beaucoup Noémie. Et là, du coup, on arrive vraiment au cœur de ce qu'on voulait vous présenter. C'est vraiment, on voulait vite arriver là parce que pour nous, c'est le plus important. Je fais juste une petite parenthèse. On voit vos commentaires, etc. On y reprendra, je pense, à la fin de la présentation. On ne peut pas directement y répondre comme ça. Donc, on prendra 5-10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Ces cas, pourquoi déjà on va vous en présenter que 6? Alors, on a beaucoup réfléchi avec Noémie. On avait une liste de 100-200 cas. On s'est dit, on va pas passer 3 heures à présenter des cas concrets. On a essayé d'en choisir 6 qui permettent de voir une vision 360 des projets qu'on a rencontrés. Ces projets, du coup, c'est vraiment des choses normalement qui doivent vous parler. On va vous proposer une solution qui peut être mise en place. Bien sûr, ce n'est pas la solution unique. C'est vraiment notre vision des choses. Il y a sûrement d'autres choses à faire, mais voilà, on voulait vraiment vous le présenter et c'est vraiment avec ces 6 cas, si un jour vous avez cette problématique, vous pouvez reprendre notre webinaire et dire voilà, eux ils ont réfléchi comme ça peut être une bonne première piste sur comment analyser mes données. Le premier cas, donc bien sûr on cache juste le nom de l'entreprise pour une histoire de confidentialité, mais tous les chiffres et tout le contexte, la problématique, c'est des choses réelles et c'est vraiment des choses sur lesquelles on a travaillé. Donc, le contexte de ce premier cas, c'est une entreprise. Après une forte période d'attractivité, notamment sur la partie acquisition. Donc, acquisition, c'est qu'ils arrivaient facilement à recruter des nouveaux clients, des nouveaux sympathisants, des nouveaux prospects, etc. Connaît une baisse de régime. Donc, cette facilité de recrutement, d'un coup, elle s'arrête.
Et maintenant, elle se pose des questions sur comment fidéliser ses clients. Déjà, ils se posent une question, est-ce qu'ils ont des clients fidèles et est-ce qu'ils doivent continuer à accélérer leur recrutement ou au contraire, vu qu'ils sont dans une période difficile, est-ce qu'il ne vaut mieux pas travailler sur leur fidélité? Ce cas, quand nous on l'a travaillé, on l'a placé en cours de maturité. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui avait déjà créé des tableaux de bord, qui a pris quelques décisions avec la data, mais on était aux prémices de quelque chose. La façon de travailler ce sujet, déjà, c'est de visualiser la situation des clients fidèles. Ce que je vous ai mis, je vais ressortir mon petit stylet rouge, très beau. Hop. Ce que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on appelle, donc il y en a qui doivent connaître, la courbe de Pareto. La courbe de Pareto, alors j'ai promis, on ne ferait pas de maths, mais la courbe de Pareto, qu'elle nous donne comme information, c'est le fameux 20-80. On a beaucoup de situations où 20% de nos clients réalisent 80% de notre chiffre d'affaires. Dans le cas de cette entreprise, c'était plutôt 50% de leurs clients réalisent 80% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore créé de clients fidèles qui leur permettent d'assurer un certain revenu, un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de commandes. Du coup, c'est vraiment la première problématique. C'est non, aujourd'hui, ils n'avaient pas créé cette base de clients fidèles. Du coup, la façon d'aider dans cette situation, c'est mettre en place une segmentation pour isoler quand même les meilleurs clients. Alors, une segmentation, c'est quoi? On va mettre les clients qui se ressemblent selon plein de caractéristiques ensemble et les clients qui ne se ressemblent pas, qui sont différents, on va les mettre dans des groupes différents. Ça veut dire qu'on va avoir des groupes de clients, des clusters de clients, si on veut utiliser des mots qu'on utilise beaucoup, des clusters de clients qui se ressemblent, des clusters de clients qui sont différents. Une fois qu'on a créé ces clusters, on va pouvoir différencier notre marketing selon chaque groupe. On va pouvoir activer plus ou moins un groupe qu'un autre. On va peut-être pouvoir proposer des prix plus avantageux sur ce groupe-là et moins de soldes sur ce groupe-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette entreprise, du coup, elle a créé 4 groupes. Donc, vous avez les noms ici, les ambassadeurs, les militants, les occasionnels, les opportunistes. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est ça qui est très important. L'entreprise, après avoir eu sa segmentation, elle a différencié sa façon de parler à ses clients. Elle a beaucoup plus axé sa communication sur sa marque, sur ce qu'elle peut apporter comme valeur aux ambassadeurs. Elle a aussi beaucoup plus mis en avant les produits et les réductions sur les militants et sur les occasionnels opportunistes. Elle a parlé un peu différemment. Les résultats, une augmentation du nombre d'activités dans l'entreprise de 5 mois vers 8 mois. Ça veut dire qu'avant, un client restait environ 5 mois, maintenant, il reste 8 mois. On a eu un panier moyen plus haut, donc ça veut dire que les gens, ils ont dépensé plus. Pourquoi? Parce qu'on leur proposait le bon produit au bon moment et on leur proposait sur une fréquence qui était acceptable par rapport à leur comportement. Rien de pire que de recevoir un mail alors qu'on vient d'acheter il y a 2 semaines et qu'on n'est pas prêt de racheter avant 2 mois. On est vraiment en dehors du ressenti du client. On a aussi eu un délai interachat qui a diminué, c'est-à-dire le nombre de jours ou le nombre de mois qui s'est passé entre les différents achats. Et on a surtout une lifetime value, donc la valeur que nous rapporte un client sous les 6 mois qui a augmenté de 7%. Voilà. Tout ça pour vous dire que d'un problème qui peut être très simple, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire avec mes clients, on arrive avec des analyses data à sortir des classements de clients pour derrière répondre à une problématique et créer de la valeur. Autre cas qu'on voulait vous parler, nous, on travaille avec les associations et c'est vrai qu'on a un petit penchant pour ça. On a un contexte, donc le contexte, c'est une association caritative qui doit réduire fortement son budget d'acquisition suite à une année difficile. Pour rien que vous cacher, l'année difficile, c'était la première année du Covid où ce qu'on appelle le street marketing, donc les personnes qui, quand vous marchez dans la rue, vous demandent si vous voulez rejoindre une association, ils n'avaient plus la possibilité de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne dans les rues. Donc la problématique de cette association, c'est comment réduire son coût d'acquisition sans perdre de donateurs. Donc comment arrêter de dépenser autant tout en gardant un certain niveau de donateurs et comment faire pour augmenter ce taux de conversion en donateurs. Ça veut dire que avant, ils avaient pour 100 sympathisants, ils arrivent à transformer 2 donateurs. Aujourd'hui, ils veulent avec 80 sympathisants récolter 3-4 donateurs. Pour faire ça, il y a plusieurs solutions. La première, déjà, c'est analyser les rendements. Donc, ça veut dire les rendements par source d'acquisition. Qu'est-ce que c'est un rendement? C'est ce que je viens de vous dire. Quand je recrute, par exemple, directement sur Facebook, quel est mon taux de conversion en donateur? Alors que quand je recrute sur une autre source, quel est mon taux? Pour mettre plus de force sur les sources d'acquisition qui marchent mieux. Il faut aussi calculer, du coup, le délai pour se convertir en donateur. Est-ce qu'un donateur, ça se convertit en 2 jours, en 2 mois, en 2 ans,
en 8 mois et ça nous permet de différencier notre approche. Il faut aussi comprendre, du coup, le marketing pour convertir, c'est avec le métier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que cette solution marche, pour que la data marche dans des entreprises, surtout des entreprises qui ont déjà une certaine maturité avec la data, il faut vraiment comprendre le métier, être près des personnes qui travaillent pour cette entreprise. Et bien sûr, augmenter les informations demandées lors de l'inscription. Pourquoi ? Parce que l'association ne demandait pas, par exemple, le code postal, alors qu'on pouvait communiquer sur des événements qui se passaient près des sympathisants. Avec tout ça, la solution qui a été retenue, des solutions, c'est la mise en place d'un score. Alors, qu'est-ce que c'est un score pour les personnes qui ne connaissent pas ? C'est une note. Ça peut être une note par exemple entre 0 et 20, ou les personnes qui ont 20, c'est des personnes qui ont beaucoup de chances de devenir donateurs, et les personnes qui ont 0, c'est les personnes qui ont peu de chances de devenir donateurs. Les résultats. À la fin, l'idée, c'est de sortir un tableau comme celui-ci, où vous avez tous vos sympathisants qui sont classés de 1 à 7. Les 7, c'est les personnes avec, comme je disais tout à l'heure, avec les meilleures notes. Donc, les personnes avec les meilleures notes, il y avait environ 2600 personnes, et parmi ces 2600 personnes, il y en a 1018 qui se sont réellement convertis en donateurs, alors que notre groupe le moins bon, on avait un taux de conversion de 6%, ça veut dire 350 sur 5000 personnes. On leur présente ça, on les aide, enfin l'idée c'est aider l'entreprise à mettre en place son marketing. Et qu'est-ce qui va se passer 4 mois après ? Le 17,1%, il va augmenter. Pourquoi ? Parce que l'entreprise va être beaucoup plus agressive sur les segments 5, 6, 7 et beaucoup moins agressive sur les segments 1, 2, 3. Et du coup, elle va passer à un taux de conversion de 17% à 26%. Mais c'est bien pas un taux de conversion. Ce qu'il faut, c'est que le nombre de donateurs bruts, donc le nombre ici, il augmente. Et là, il a augmenté de 15%. Comment ils ont fait ? Comme ils ont analysé les sources de recrutement, les meilleures sources pour transformer en donateurs, ils ont mis plus de budget sur ces sources-là. Et surtout, ce qui a répondu à leur problématique, c'est qu'on a diminué le nombre de leads, de sympathisants recrutés de 5%, parce que les sympathisants qui ne ressemblaient pas aux futurs donateurs, on a arrêté de dépenser de l'argent pour les avoir. Je vais maintenant vous présenter le cas de la recommandation personnalisée pour les utilisateurs. C'est quelque chose que la data est capable de faire également. Ici, on se trouve plutôt dans le contexte d'une entreprise en grande maturité au niveau de la donnée. C'est une entreprise qui a une clientèle fidèle et qui souhaiterait mieux la connaître et personnaliser un maximum le parcours client. À ce stade, les problématiques qui peuvent se poser sont comment capter l'attention des utilisateurs ou des acheteurs. Je mets les deux parce que il peut très bien s'agir d'un service ou de vente de produits. Quel est le profil des utilisateurs ou des clients, comment adapter le service selon le profil, ou encore comment personnaliser l'expérience utilisateur. Les solutions que la data peut proposer à ce stade, c'est dans un premier temps d'analyser toutes les variables en lien avec l'utilisateur, c'est-à-dire son âge, sa civilité, le nombre d'achats qu'il a effectué, etc., et de les segmenter. On les segmente en plusieurs groupes et on fait le profil de chaque groupe. Les différents groupes, ça rejoint un peu le problème de fidélisation des clients, c'est-à-dire que chaque groupe va avoir ses propres caractéristiques et on va les animer différemment. Ici, c'est plutôt dans le contexte de création de moteurs de recommandation. Les résultats que permettent d'obtenir ces solutions, c'est dans un premier temps des actions de marketing qui soient personnalisées pour chaque groupe. Ça peut passer par la proposition d'articles en fonction du profil de l'acheteur. Je pense que vous avez déjà tous vu sur des sites de vente en ligne, quand vous mettez un article dans votre panier, on vous propose d'autres articles qui sont soit complémentaires, soit que d'autres clients ont acheté en complémentarité de celui que vous avez déjà mis dans votre panier, ou même après votre achat, vous pouvez recevoir parfois un mail, vous avez acheté cet article, voici des articles qui pourraient vous plaire. C'est le principe des moteurs de recommandation. Et tout ça, ça permet une meilleure personnalisation du parcours client. À la suite de ça, le client se sent unique, il reçoit peu de mails, mais avec l'essentiel, et ça lui donne plus envie de revenir. Donc, ça participe aussi à la fidélisation. Comme je vous l'ai dit en tout début de présentation, je vais vous reparler un peu du domaine de la santé. Ici, je vous prends l'exemple de la Covid-19 parce que je sais que du coup, ça parlera à tout le monde. Mais il faut savoir que dans la santé, il y a énormément de choses à faire avec la data. Ça peut s'appliquer à d'autres pathologies, ça peut aussi s'appliquer à des médicaments, ça peut s'appliquer à essayer de voir les effets indésirables, la pharmacovigilance par exemple. Mais ici, du coup, je parlerai de la Covid-19. J'ai décomposé le cas en deux parties. La première, c'est le début de la pandémie. Au tout début de la pandémie, on n'était pas vraiment mature au niveau de la donnée.
On commençait seulement à récupérer des données, on ne connaissait pas trop comment fonctionnait la maladie, etc. Et ce qu'on pouvait faire des données qu'on avait récoltées. Les problématiques, du coup, qui se sont posées à ce moment-là, c'était comment évolue la maladie, quelles sont les populations les plus touchées, ou encore quelles sont les régions les plus touchées. Il y a énormément de problématiques qui se sont posées, mais je vous ai mis les principales. Et les solutions qui ont été mises en place dans un premier temps, ça a été la réalisation de dashboards. Parmi les 4 exemples que je vous ai mis ici, vous en avez sûrement déjà vu. J'ai moi-même eu l'occasion d'en faire un lors d'un projet d'étude. Ces dashboards, ce qu'ils contiennent, c'est des graphiques d'évolution des cas quotidiens ou encore des patients en réanimation, des diagrammes, par exemple le nombre de cas en fonction de la région ou en fonction de la classe d'âge, des indicateurs pour suivre le nombre de cas par jour, l'évolution par rapport à la veille, le nombre de décès et plein d'autres indicateurs possibles, ou encore des cartes avec des couleurs en fonction de la gravité de la situation dans la région ou le pays concerné. Ces différents dashboards, qu'est-ce qu'ils ont permis? Ils ont permis de prendre des décisions, notamment des prises de décision du gouvernement. Alors, je ne discuterai pas de ça, mais qu'on les juge bonnes ou mauvaises, les décisions ont été prises à partir de ces données. Et c'est ces différents indicateurs qui ont permis au gouvernement de prendre des décisions. Tout ça, ça a été fait grâce à l'analyse des données. Si maintenant on passe à la deuxième partie, au cours de la pandémie, on était un peu plus mature au niveau de la donnée. Ça faisait un moment qu'on les récoltait, on savait ce qu'on avait en notre possession, on commençait à connaître un peu le fonctionnement de la pathologie, etc. Et du coup, les problématiques qui se sont posées, ça a été quand aura lieu la prochaine vague, à quelle date le maximum de cas sera-t-il atteint, ou encore à partir de quand la situation en réanimation deviendra-t-elle critique. Les solutions qui ont été mises en place à ce moment-là, ça a été la création de modèles de prédiction. On a pu prédire l'apparition d'une nouvelle vague, le maximum du pic de contamination, à quel moment il sera atteint. Et ça s'est fait, par exemple, vous avez un exemple en haut à gauche, le graphique. En violet, vous avez la courbe prédictive. Et en bleu, vous avez les nombres réels. Et les chiffres réels, du coup, vous voyez qu'ils collent quand même assez bien à la prédiction. Donc, on arrive assez bien à prédire, grâce aux anciennes données, ce qui va se passer par la suite. On a pu également prédire l'évolution des cas de réanimation en fonction de la capacité. C'est ce que vous avez dans le graphique en bas à gauche. Il s'agit d'un graphique basé sur l'Île-de-France, mais ça a pu être fait pour différentes régions. Vous avez en bleu les cas réels qui se sont produits lors des premiers jours du suivi de cette analyse. Et en vert, une courbe prédictive de l'évolution des cas en réanimation si on touchait à rien, si on ne faisait rien du tout et qu'on laissait évoluer de cette façon. En rouge foncé, vous avez la capacité maximale à date et en rouge clair, la capacité maximale possible. Donc vraiment le maximum qu'on pouvait atteindre en capacité. Et comme vous pouvez le voir, si on ne faisait aucune action à ce moment-là, on atteignait assez rapidement la capacité maximale à date. Et puis, vers la fin du graphique, on dépasse même la capacité maximale possible. Le but de ces modèles de prédiction, c'est justement de mettre en place des mesures prédictives, donc qui passent par la sensibilisation aux gestes barrières ou plein d'autres choses, mais tout ça dans le but justement de ne pas atteindre les seuils critiques. Et c'est ce à quoi servent les modèles de prédiction. Et comme je vous l'ai dit au tout début, ça peut être appliqué à plein d'autres maladies ou plein d'autres éléments du domaine de la santé. Un autre domaine qui doit parler à tout le monde, c'est la data et l'écologie. Donc ici, on est plutôt en cours de maturité. Il y a pas mal de données qui sont récoltées en lien avec l'écologie, des données dans des entreprises privées, mais aussi bien des données qui sont disponibles en open source. Ici, le contexte qu'on vous présente, c'est celui d'une association qui souhaite faire des études en lien avec l'écologie, mais aussi qui souhaite détecter les personnes qui soient sensibles à l'écologie et qui pourraient potentiellement s'engager auprès d'eux. Les problématiques qui se posaient, c'était comment identifier les personnes sensibles à l'écologie, comment estimer la consommation énergétique d'un foyer ou encore comment suivre l'évolution de la pollution. Les solutions qui ont été mises en place, ça a été la segmentation des individus en fonction de leur intérêt pour l'écologie. Donc, par exemple, les personnes qui étaient déjà engagées, les personnes qui n'étaient pas encore engagées, mais qui étaient à haut potentiel d'engagement, bah forcément, on va essayer de les attirer, on va essayer de trouver l'élément qui va les faire basculer dans l'engagement. Il y a eu également l'analyse de la consommation énergétique des foyers, mais aussi des entreprises, parce qu'on sait que les entreprises consomment beaucoup. La réalisation de cartographie de la pollution de l'air, mais aussi, dans un second temps, la création de modèles prédictifs de l'évolution de certains indicateurs écologiques. Ici, j'ai mis l'exemple de la qualité de l'air, mais il y a énormément d'indicateurs qui peuvent être suivis grâce à ces modèles.
Les résultats qui ont pu être obtenus, ça a été la mise en place de conseils adaptés à chaque type de foyer et chaque type d'entreprise pour mener à la diminution de la consommation. C'est-à-dire qu'en fonction du profil du foyer ou de l'entreprise, il y avait des éléments sur lesquels on pouvait jouer assez facilement et qui allaient mener à une diminution de la consommation. Et du coup, les conseils ont été donnés en fonction de ces éléments. Il y a eu également une meilleure attraction des personnes sensibles au sujet de l'écologie, puisqu'on les a mieux animées, on les a attirées avec les bons éléments. Et enfin, la mise en place d'alertes lorsque les indicateurs étaient mauvais ou tendaient à être mauvais, pour prendre des décisions avant que les indicateurs soient trop mauvais pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Parfait, merci Noémie. On va passer au dernier cas qu'on voulait vous présenter. C'est un cas que pour moi tout le monde connaît. C'est une entreprise dans le digital qui envoie énormément de mails, qui fait vraiment de la surpression afin d'assurer. Pourquoi elle fait cette surpression? Le but, c'est vraiment d'assurer un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires pour l'entreprise, il est vraiment lié au nombre de mails qu'elle envoie. À force d'avoir des retours négatifs ou des choses comme ça, cette entreprise veut changer un peu son fusil d'épaule, et afin d'assurer au fait une meilleure expérience pour ses utilisateurs, elle souhaite réduire son nombre de mails. Ça, c'est une décision qu'elle veut prendre, mais aujourd'hui, elle ne sait pas si c'est une bonne décision, elle ne sait pas la chiffrer, elle reste juste sur une idée, réduire son nombre de mails. Du coup, la problématique, c'est déjà comment améliorer le ciblage sans perdre trop d'activité, donc comment réduire la taille de la cible ou le nombre de fois qu'on reçoit un email sans trop perdre de chiffre d'affaires. Et surtout, l'autre choix, c'est comment être sûr de ce soit stratégique. Beaucoup de fois, quand vous allez analyser les données, vous allez vous rendre compte qu'on vous pose on vous demande des projets où on vous dit on veut changer notre façon de faire, mais pour chaque projet, il faut regarder ce qui existe et ce qu'on veut mettre en place. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça sert à rien de développer quelque chose qui vous prend du temps, qui prend de l'énergie, qui coûte de l'argent, si au final, c'est pour faire moins bien que ce qui existait avant. Les solutions qui peuvent être mises en place, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà récupérer les ouvreurs des mails. Ce qu'on a remarqué, si on revient un tout petit peu plus haut, c'est que la plupart des entreprises ne récupèrent pas les informations sur les mails qu'ils envoient. Donc déjà, la première chose, c'est de récupérer la donnée. La deuxième chose, c'est analyser le taux d'ouvreurs et le comparer avec son marché. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit précédemment, mais quand vous sortez des chiffres sur votre entreprise, il faut toujours les comparer à vos concurrents si vous avez la possibilité. Est-ce qu'un taux d'ouvreur quand on vend des voitures et un taux d'ouvreur quand on vend des baignoires, est-ce que c'est les mêmes? Sûrement pas. Donc, il faut vraiment bien se focaliser sur son marché. Une fois qu'on a ces deux informations, la solution qui peut être envisagée pour analyser au mieux les données, c'est de créer un algorithme de ciblage surtout compréhensible par le métier. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un métier qui faisait des cibles. Il ne faut pas du jour au lendemain dire, bah voilà, j'ai créé un algo qui va remplacer ce que tu fais et c'est pas grave si tu ne comprends pas, fais-moi confiance. Non, il faut vraiment l'expliquer au métier et surtout, il faut faire un AB tester la nouvelle cible. L'idée, c'est vraiment comparer ce qui existait avant vs ce qu'on veut mettre en place. Les résultats, je vais reprendre mon fameux stylet. Le résultat ici, c'est vraiment l'AB test qui a été mis en place après cet algorithme. L'entreprise en question a envoyé 900 000 emails sur un type d'email particulier. Sur ces 900 000, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer l'algorithme et on a regardé combien, parmi ces 900 000, combien l'algo aurait choisi, combien de clients ont été choisis par l'algo et combien de clients ont été refusés par l'algo. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'algorithme, du coup, lui, il aurait shooté sur ces 900 000, 360 000 personnes et il aurait refusé, entre guillemets, 530 000 personnes. Quand on regarde les résultats, les personnes que l'algo aurait shooté, ils ont un taux d'ouvreur de 38%. Et les autres qui auraient dû être exclus de la cible, ils ont un taux d'ouvreur de 5%. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, ce que le métier comprend tout de suite, c'est que du coup, en effet, sur les cibles qu'ils faisaient, il y avait vraiment énormément de personnes qui n'ouvraient pas. Et du coup, c'était un peu de l'argent dépensé pour rien. Et en plus, c'était une saturation pour le client. Et en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que le projet devait s'arrêter là, mais ça a été un tout petit peu plus loin. On a aussi regardé la qualité du shoot, parce que c'est bien beau que la personne ouvre, mais il faut aussi que la personne elle clique. Et du coup, même sur la qualité, parmi les ouvreurs, donc parmi les 137 000, on a eu 45% de clics sur le segment A, vs 32% sur le segment B. Quand on monte ce genre de tableau, quand on a analysé les chiffres et qu'on monte ce genre de tableau, bah là, vu que c'est un AB test, il n'y a plus vraiment de
de discussion possible. On se rend bien compte que l'algorithme qu'on a créé a l'air d'être meilleur que ce qui se faisait avant à la main. Et du coup, l'idée, ce qu'a fait l'entreprise, c'est qu'elle a fait une refonte de toutes ses cibles pour shooter que des personnes qui ressemblaient à ces 362 000. Donc, ça veut dire qu'elle a shooté plus que 362 000. Elle a peut-être shooté 400 000, 500 000. Mais en shootant 400, 500 000, en fait, elle arrivait à avoir plus de personnes qui ouvraient leur message. Voilà pour les cas qu'on voulait vous présenter. L'idée maintenant, c'est de conclure ce webinaire. Donc, on est à 45 minutes, donc je suis à peu près bon sur le timing. Moi, il y a quelque chose que j'aime vraiment bien présenter, donc il n'est pas du tout de moi, c'est vraiment pas moi qui l'ai inventé, mais on me l'a présenté une fois et j'ai vraiment trouvé que ça correspondait vraiment à ce que j'ai envie de partager. Quand on crée un projet data, quand vous analysez des données, quand vous voulez créer la richesse, ça se passe toujours pour moi en 5 étapes. Et l'étape 0, pourquoi elle s'appelle l'étape 0? Parce que pour moi, c'est l'étape la plus importante de tout le projet. C'est vraiment le départ de tout. Il faut penser. Penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire interroger le métier, interroger la direction, réfléchir à une stratégie et quel est le but de ce projet-là. Une fois qu'on a pensé et qu'on a réfléchi aux données qu'on allait avoir besoin pour notre algorithme, notre projet, notre dashboard, peu importe, une fois qu'on a pensé, on peut commencer à activer. La deuxième étape, c'est forcément collecter les données. Donc, l'ensemble des données disponibles par l'entreprise. Est-ce qu'il y a aussi des données qu'elle doit aller chercher ailleurs? Le 2, c'est structurer ces données. Donc, est-ce qu'on va faire de l'enrichissement? On va aussi respecter tout ce qui tourne autour de la RGPD. On n'a pas fait un focus sur la RGPD. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important chez nous. On aurait pu le faire, mais on aurait passé un peu plus de temps. Mais c'est vrai que la RGPD, c'est très important. Une fois qu'on a structuré nos données, l'idée, c'est de les comprendre. Et cette étape-là, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui le font en interne dans les équipes data, mais qui ne pensent pas à le retransmettre au métier. Alors que c'est vraiment là la grande valeur de l'analyse des données, c'est c'est pour permettre au métier de mieux comprendre leurs clients, leurs sympathisants, etc. Et enfin, une fois qu'on est là, c'est le métier qui reprend la main afin d'agir. Ça veut dire qu'on lui donne des algorithmes, on lui donne des choses, et c'est le métier qui va animer, qui va utiliser l'algorithme, qui va utiliser le modèle. Il ne faut surtout pas que ça soit la data. Pourquoi? Parce que sinon, le métier s'écarte totalement de tout ce qui a été fait et du coup perd le sens de son métier. C'est vraiment pas le but. La data doit vraiment être pour le métier et c'est pas le métier qui doit être pour la data. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que nous, on fait un prochain webinaire qui sera beaucoup plus technique le 1er mars. On verra aussi si vous pouvez nous mettre des commentaires, si vous aimez bien ce type de rendez-vous, on pourra en créer d'autres. Ce qu'on a l'habitude de dire aussi, vu que nous, on adore parler data et en plus, on a créé un système qui permet que vous preniez 0 risque en nous parlant, même si on va plus loin. N'hésitez pas à venir nous parler, soit sur l'adresse mail, soit sur LinkedIn. On est là pour ça. Vraiment, le but, c'est qu'on est vraiment content d'échanger autour de la data avec vous. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir communiquer. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Nous, c'était notre première. Pour nous, forcément, c'était intéressant. Maintenant, je vais juste afficher le chat au cas où vous avez des questions. Donc, moi, j'en vois, mais je ne sais pas si ça s'affiche directement. Mais voilà. Nous, on a terminé notre présentation. Donc, je vous remercie beaucoup. On est vraiment disponible sur LinkedIn. On est assez réactif si vous voulez nous parler. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé en commentaire de ce live. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Du coup, l'outil de LinkedIn ne permet pas de voir les commentaires en direct, donc on répondra juste après ce live.